Je m'appelle Matthew Wilson, j'ai 35 ans, et je n'aurais jamais pensé devoir un jour poursuivre ma propre famille en justice. Après avoir travaillé dur pendant 12 ans comme ingénieur logiciel, j'ai enfin acheté la maison de mes rêves dans une banlieue paisible. C'est alors que mes parents ont débarqué avec mon frère au chômage, Jason, et toutes ses affaires, en disant que ce n'était que temporaire. 3 mois plus tard, ils exigeaient que je le soutienne financièrement indéfiniment. Ce qui s'est passé ensuite dans cette salle d'audience a tout changé pour toujours. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, dites-moi d'où vous la visionnez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir comment je me suis opposé à l'exploitation familiale et comment j'ai reconquis ma vie et ma maison. J'ai grandi dans une modeste famille de la classe moyenne à Riverdale, une petite ville de l'Ohio où tout le monde se connaissait. La maison de mon enfance n'avait rien d'extraordinaire, une maison de 3 chambres avec un revêtement bleu délavé que mon père, Robert, promettait toujours de remplacer. Ma mère, Linda, travaillait comme secrétaire d'école primaire, tandis que mon père avait un emploi stable à l'usine de fabrication locale. Nous étions à l'aise, pas riches, mais mes parents ont toujours souligné l'importance de l'éducation comme chemin vers une vie meilleure. Dès mon plus jeune âge, j'étais le responsable. J'avais de bonnes notes, je travaillais l'été et j'économisais tout l'argent que je pouvais. Mon jeune frère, Jason, en revanche, était différent. De 3 ans mon cadet, Jason était le charmeur, capable de se sortir de presque n'importe quelle situation par la parole. Quand j'étais puni pour avoir manqué le couvre-feu, Jason arrivait d'une manière ou d'une autre à négocier une punition moins sévère pour la même infraction. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance. L'université était mon billet de sortie de Riverdale. J'ai travaillé incroyablement dur pour obtenir une bourse partielle à l'université d'État, en me spécialisant en informatique. Même avec la bourse, j'ai dû contracter d'importants prêts étudiants et travailler 20 heures par semaine au service d'assistance informatique du campus pour joindre les deux bouts. Ces 4 années ont été un tourbillon de cours, de travail, de nouilles instantanées et de très peu de sommeil. Mais j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai décroché un poste de débutant chez Tech Solutions à Chicago. Mon premier appartement était un minuscule studio avec à peine assez de place pour un lit et un bureau. Je vivais frugalement, consacrant chaque dollar disponible au remboursement de mes prêts étudiants. Pendant ce temps, Jason avait abandonné le collège communautaire après un semestre, prétendant que c'était une perte de temps. Il a enchaîné une série d'emplois dans le commerce de détail et la restauration, ne restant jamais plus de 6 mois au même endroit. Quand il s'est fait virer du magasin d'électronique local pour des retards répétés, mes parents ont payé son loyer jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi. Quand il a accidenté sa voiture sans assurance, ils lui ont acheté une Honda d'occasion. Au cours de la décennie suivante, j'ai gravi régulièrement les échelons de ma carrière. Je suis passé de Tech Solutions à une entreprise technologique de taille moyenne, puis à Webcore, une grande société de logiciels, où je suis finalement devenu développeur senior. Mon salaire a augmenté à chaque changement. Et il y a 3 ans, à 32 ans, j'ai réalisé mon rêve d'acheter ma propre maison. C'était une belle maison de 3 chambres et 2 salles de bain à Oak Ridge, une banlieue chic avec d'excellentes écoles et des rues bordées d'arbres. J'ai passé mes week-ends à peindre les murs, à installer de nouveaux luminaires et à la rendre vraiment mienne. J'ai même transformé une chambre en bureau à domicile où je pouvais travailler sur des projets annexes. Pendant tout ce temps, ma relation avec ma famille est restée stable mais distante. Je rendais visite à Riverdale pour les grandes fêtes et j'appelais mes parents tous les dimanches. Jason, quant à lui, a poursuivi son schéma d'instabilité. Il m'appelait avec enthousiasme pour une nouvelle opportunité d'emploi, pour ensuite démissionner un mois plus tard parce que son patron lui en voulait ou que le travail était indigne de ses compétences. Bien qu'il n'ait jamais terminé ses études, Jason croyait mériter un poste bien rémunéré immédiatement. J'ai essayé de l'aider à plusieurs reprises. Lorsque Webcore avait un poste vacant au service client, j'ai glissé un mot en faveur de Jason. Il a obtenu l'entretien, mais s'est présenté avec 20 minutes de retard et mal habillé. Une autre fois, j'ai passé des heures à l'aider à créer un CV professionnel et à configurer des profils sur des sites d'emploi. Il n'a jamais donné suite aux candidatures. J'ai proposé de lui payer des cours de codage, pensant qu'il pourrait suivre ma voie, mais il a assisté à 2 sessions avant de décider que c'était trop difficile. Mes parents ont continué à cautionner son comportement. Ils se plaignaient de l'irresponsabilité de Jason en me parlant, mais ne lui imposaient jamais de conséquences lorsqu'il vivait brièvement chez eux après une autre perte d'emploi. Il faisait sa lessive, lui préparait ses repas et lui donnait de l'argent de poche pendant qu'il jouait aux jeux vidéo toute la journée.
J'ai exprimé mes inquiétudes quant au fait qu'ils entravaient son développement, mais il devenait sur la défensive. Tu ne comprends pas, Matthew. Jason est différent. Il a besoin de plus de soutien. En février dernier, l'appel qui allait tout changer est arrivé. C'était un mardi soir froid, et je venais de terminer une journée exigeante à diriger une réunion d'équipe pour un projet critique. Mon téléphone a sonné alors que je préparais le dîner. Matthew, nous devons parler de Jason, a dit ma mère, la voix tendue d'inquiétude. Il a perdu son emploi à l'entrepôt. L'entreprise a réduit ses effectifs et il a été l'un des premiers licenciés car il n'y était que depuis 2 mois. J'ai soupiré en remuant les pattes sur ma cuisinière. C'est malheureux, mais il trouvera autre chose. Il y a plus, a-t-elle poursuivi. Son propriétaire ne renouvelle pas son bail. L'immeuble est en cours de conversion en condo et tout le monde doit être parti d'ici la fin du mois. Ça ne fait que 2 semaines, ai-je noté. Quel est son plan? Il y a eu une pause et j'ai pu entendre la voix de mon père en arrière-plan. Eh bien, dit lentement ma mère, nous espérions qu'il pourrait rester avec toi juste pour quelques semaines, jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi et se remette sur pied. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mon appartement n'est pas si grand et j'ai besoin de mon bureau à domicile pour travailler. S'il te plaît, Matthew, a-t-elle plaidé. Il n'a nulle part où aller. Nous le prendrions bien, mais nous sommes en train de rénover la salle de bain et la maison est en plein chantier. Ce ne serait que temporaire, je te le promets. Après 20 minutes d'échange où mes 2 parents se sont relayés au téléphone pour me convaincre, j'ai accepté à contre-cœur. D'accord, il peut rester dans la chambre d'amis pendant quelques semaines, mais il faut qu'il cherche activement du travail et qu'il contribue aux courses une fois qu'il aura un revenu. Bien sûr, m'a assuré mon père. Il a juste besoin d'un petit coup de main en ce moment. Tu sauras à peine qu'il est là. J'ai passé les jours suivants à préparer la chambre d'amis, à vider le placard pour faire de la place et à acheter des articles de toilette supplémentaires. J'ai établi un règlement intérieur, incluant des heures de silence car j'avais souvent des réunions tôt le matin, des attentes concernant les espaces partagés et des directives sur les invités. J'ai même recherché des offres d'emploi locales qui pourraient correspondre à l'expérience de Jason. Malgré mes réticences, une partie de moi espérait que ce serait une chance de renforcer notre relation en tant qu'adulte. Avec le recul, j'étais naïf quant à ce qui allait se dérouler dans ma vie si soigneusement construite. Le samedi suivant, mes parents sont arrivés avec Jason dans leur vieux VUS. Je m'attendais à peut-être 2 valises. Au lieu de cela, j'ai regardé avec un désarroi croissant comment il déchargeait carton après carton, sac après sac. Jason a apporté une grande télévision, une console de jeux et une collection de souvenirs sportifs. Mon père peinait avec une lourde commode qui n'entrerait clairement pas dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que c'est que tout ça, ai-je demandé, bloquant l'entrée alors que mon frère tentait d'apporter ce qui semblait être une petite bibliothèque. Juste l'essentiel, a répondu Jason avec un haussement d'épaule. Son ton désinvolte correspondait à son apparence, non rasée, portant un t-shirt froissé et un short de basket. Malgré le froid de février, il ne ressemblait en rien à quelqu'un qui venait de subir un revers majeur dans sa vie et qui avait besoin d'une aide temporaire. Ma mère est passée à côté de moi en portant une boîte étiquetée « Vêtements d'hiver ». Jason a besoin de ses affaires, Matthew. Nous ne pouvions absolument pas stocker tout ça chez nous avec la rénovation. Mais on dirait que c'est tout ce que tu possèdes, ai-je dit en me tournant vers Jason. Pas tout, dit-il avec un demi-sourire. J'ai laissé mes affaires d'été chez papa et maman. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour tout le monde. Poulet grillé, légumes rôtis et riz. J'avais espéré avoir l'occasion de discuter des attentes et des délais autour d'un bon repas. Au lieu de cela, la conversation a tourné autour des souvenirs d'enfance de mes parents et des plaintes de Jason concernant son ancien patron. Le type m'en voulait depuis le premier jour, a dit Jason, en se servant une 3e portion de nourriture. J'étais plus rapide que la plupart des autres travailleurs, mais il trouvait toujours quelque chose à critiquer. As-tu commencé à chercher de nouveaux postes, ai-je demandé, en essayant d'orienter la conversation dans une direction productive. Jason a fait un geste dédaigneux. Je vais prendre une semaine pour décompresser. Cet endroit était toxique. Mes parents ont hoché la tête avec sympathie. Il mérite une petite pause, a dit ma mère en lui tapotant la main. Quand ils sont finalement partis ce soir-là, après avoir aidé Jason à ranger ses affaires excessives dans et autour de la chambre d'amis, mon père m'a pris à part à la porte.
Merci de faire ça, mon fils. La famille s'entraide. Ce ne sera que pour un petit moment. J'ai hoché la tête, ressentant déjà un pressentiment. Cette première semaine a confirmé mes pires craintes. Jason dormait jusqu'à plus de midi tous les jours pendant que je travaillais depuis mon bureau à domicile. Quand il émergeait enfin, il se préparait un petit déjeuner élaboré, laissant la cuisine encombrée de vaisselle et de restes de nourriture. Malgré mes rappels polis de nettoyer, le désordre restait jusqu'à ce que je finisse par le nettoyer moi-même pour éviter d'attirer les insectes. Le soir, il monopolisait la télévision du salon, jouant à des jeux vidéo à plein volume, même lorsque je mentionnais que j'avais des réunions tôt le lendemain. Des sacs de collation vides et des canettes de soda s'accumulaient autour du canapé. Quand je lui posais des questions sur sa recherche d'emploi, il donnait des réponses vagues sur la vérification de quelques pistes ou l'attente de nouvelles de ses contacts. Le vendredi, j'étais à bout de nerfs. J'ai appelé mon meilleur ami, Alex, pendant ma pause déjeuner, sortant dans le jardin pour plus d'intimité. Ça ne marche pas, lui ai-je dit en faisant les 100 pas sur la pelouse. Il traite ma maison comme un hôtel, sauf sans aucun respect pour la propriété ou les autres clients. Lui as-tu parlé directement, a demandé Alex. Une communication claire est essentielle. J'ai essayé, mais il détourne la conversation ou promet de faire mieux, puis rien ne change. Alex a soupiré. Tu dois fixer des limites fermes maintenant, avant que cela ne devienne une situation à long terme. Ce soir-là, j'ai eu une conversation directe avec Jason. Écoute, je sais que c'est une période difficile, mais j'ai besoin que tu commences à chercher activement du travail. Et pendant que tu es ici, j'ai besoin que tu nettoies après toi et que tu respectes les heures de silence. Jason a levé les yeux au ciel comme un adolescent. Tu parles comme papa. Détends-toi, mon frère. Je gère beaucoup de choses en ce moment. Je comprends ça, mais ce sont des attentes raisonnables. Je suis heureux de t'aider, mais j'ai besoin de voir des efforts de ta part. D'accord, a-t-il marmonné. Je regarderai quelques sites d'emploi demain. Le lendemain matin, je suis parti tôt pour une réunion de petit déjeuner le samedi avec des clients. Quand je suis revenu 4 heures plus tard, la maison était vide, mais la cuisine était un désastre. Des bouteilles de bière vides jonchaient le comptoir, et une pizza à moitié mangée était ouverte sur la table basse. Une vérification rapide a montré que plusieurs de mes bières artisanales manquaient dans le réfrigérateur. Au cours des 2 semaines suivantes, le schéma a continué et s'est aggravé. Je trouvais des preuves que Jason avait invité des amis pendant que j'étais au travail. Des verres d'eau inconnus dans l'évier, des mégots de cigarettes sur la terrasse arrière, les meubles réarrangés pour ce que je supposais être des sessions de jeu. Un soir, je suis rentré à la maison pour trouver ma collection de disques vinyles hors de leur pochette de protection, plusieurs empilés négligemment près de la chaîne stéréo. Un de mes albums les plus précieux, une première presse dédicacée d'un concert auquel j'avais assisté des années auparavant, avait une rayure visible sur sa surface. « As-tu encore eu des gens aujourd'hui » ai-je demandé quand Jason est sorti de sa chambre. « Juste quelques gars de mon ancien travail » dit-il nonchalamment. On prenait des nouvelles. « Quelqu'un a endommagé mon disque dédicacé » ai-je dit en lui montrant la rayure. Il y a jeté un coup d'œil dédaigneux. Cette petite marque. Il joue probablement bien. D'ailleurs, plus personne n'écoute de disques de toute façon. J'ai pris une profonde inspiration, comptant silencieusement jusqu'à 10. Ce n'est pas la question. Ce sont mes biens et ils sont importants pour moi. J'ai besoin que tu demandes avant d'inviter des gens et j'ai besoin qu'ils respectent mes affaires. Peu importe, a-t-il marmonné en attrapant ses clés. Je sors. Ce week-end-là, mes parents ont appelé pour prendre des nouvelles. J'ai essayé d'exprimer mes préoccupations concernant le comportement de Jason, mais ils sont immédiatement devenus sur la défensive. Il traverse une mauvaise passe, a insisté ma mère. Tu dois être plus compréhensif. J'essaie d'être compréhensif, ai-je répondu. Mais il ne respecte pas ma maison et ne fait aucun effort pour trouver du travail. La recherche d'emploi prend du temps dans cette économie, a rétorqué mon père. Et Jason a toujours été une personne sociable. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il reste assis seul dans cette pièce toute la journée. À la fin de l'appel, j'avais l'impression d'être celui qui n'était pas raisonnable pour attendre une courtoisie de base et des efforts de la part de mon frère de 32 ans. La conversation m'a laissé frustré et doutant de moi, exactement comme des conversations similaires l'avaient fait tout au long de notre enfance.
Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'une situation qui m'obligerait finalement à choisir entre les attentes familiales et mon propre bien-être. Alors que les semaines se transformaient en mois, Jason ne montrait aucun signe de départ ou de recherche d'emploi. Ce qui avait été présenté comme un arrangement temporaire commençait à ressembler à quelque chose de permanent, et l'impact sur ma vie quotidienne était significatif. Mes factures de services publics avaient augmenté de près de 40%. Mes dépenses d'épicerie avaient doublé et ma maison autrefois paisible était devenue une source de stress constant. Un matin de début avril, environ 6 semaines après l'emménagement de Jason, j'ai remarqué qu'il avait utilisé le reste de mon café coûteux sans le mentionner ni proposer de le remplacer. C'était une petite chose, mais cela représentait le schéma plus large de prendre sans jamais donner qui s'était développé. J'ai décidé d'essayer une approche différente. J'ai trouvé plusieurs offres d'emploi qui pourraient te convenir, ai-je dit ce soir-là, en montrant à Jason des impressions de divers sites d'emploi. Ce poste en entrepôt paie mieux que ton dernier. Et ce rôle de service à la clientèle offre des avantages dès le premier jour. Jason a jeté un coup d'œil au papier et a ricané. Le travail d'entrepôt encore. Non merci. Et le service client, c'est juste se faire crier dessus par des Karen toute la journée. Je cherche quelque chose dans la gestion. La gestion nécessite généralement de l'expérience ou une formation que tu n'as pas encore, ai-je souligné aussi doucement que possible. Celle-ci pourrait être des tremplins. Je ne me contenterai pas de ça, a-t-il dit fermement. Je mérite mieux qu'un travail ingrat au salaire minimum. Cette conversation s'est répétée avec des variations au cours des jours suivants. Chaque suggestion que je faisais était jugée indigne de lui, ne valant pas son temps ou présentant un défaut quelconque. Quand j'ai souligné qu'avoir un revenu serait mieux que rien, il m'a accusé de ne pas croire en lui. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi, a-t-il lancé lors d'un échange particulièrement houleux. Ce n'est pas parce que tu as eu de la chance avec ton travail dans la tech que tu es supérieur. Il ne s'agit pas de supériorité, ai-je répondu, en luttant pour garder ma voix égale. Il s'agit de toi prenant la responsabilité de ta vie. Tu parles exactement comme papa quand il monte sur ses grands chevaux, a rétorqué Jason en s'éloignant. Après 2 mois, j'étais sur le point de craquer. Jason avait transformé ma chambre d'amis en ce qui ressemblait à un espace de vie permanent, avec des affiches sur les murs et ses affaires éparpillées dans toute la maison. Il avait établi des routines centrées sur son confort, sans aucune considération pour le mien. Mes demandes polies s'étaient transformées en exigences fermes, qui étaient soit ignorées, soit suivies d'une conformité temporaire, puis d'un retour au même comportement. Puis est arrivé le dimanche qui a tout changé. Je travaillais dans mon jardin, une activité de week-end qui m'aidait à décompresser, quand la voiture de mes parents est arrivée de manière inattendue dans l'allée. Ils n'avaient pas appelé pour dire qu'ils venaient, ce qui était inhabituel. On a pensé te faire une surprise, a dit ma mère d'un ton enjoué alors qu'il remontait le chemin, est-ce que Jason est à la maison? Il est à l'intérieur, ai-je répondu en enlevant mes gants de jardinage. Probablement encore en train de dormir. Mon père a froncé les sourcils. À 14h de l'après-midi, nous sommes entrés et ma mère a immédiatement commencé à s'affairer dans la cuisine, déballant des contenants de nourriture faite maison qu'ils avaient apportés. Mon père s'est installé dans le salon et a allumé la chaîne sportive sans demander. La dynamique familière de la maison de mon enfance se rejouait maintenant dans mon propre espace, et j'ai senti une vague de ressentiment. Jason a finalement émergé, saluant chaleureusement nos parents. Ils n'ont pas commenté son lever tardif ni son apparence débraillée. Au lieu de cela, ma mère a servi la nourriture qu'elle avait apportée, et nous nous sommes assis pour ce qui semblait être un déjeuner familial improvisé. La conversation a été agréable jusqu'à ce que je mentionne que Jason et moi avions discuté d'opportunités d'emploi. Matthew pense que je devrais accepter n'importe quel travail, même s'il est indigne de moi, a dit Jason en levant les yeux au ciel. Je m'attendais à ce que mes parents soutiennent ma position, du moins en principe. Au lieu de cela, mon père s'est éclairci la gorge et a dit, « Eh bien, mon fils, il est important de trouver le bon poste. Jason ne devrait pas sauter sur la première occasion si elle ne lui convient pas, mais ça fait 2 mois, ai-je souligné, et il n'a rien contribué aux dépenses du ménage. » Un silence inconfortable s'est installé à table. Mes parents ont échangé des regards, et ma mère a tendu la main pour me tapoter la mienne. « Matthew, chéri, nous devons parler de l'arrangement de vie. » « Oui, nous devons le faire, ai-je convenu, sentant une lueur d'espoir qu'ils allaient enfin aider à établir des limites. « Ton père et moi avons réfléchi, » a-t-elle poursuivi. « Comme tu as cette grande maison pour toi tout seul et que Jason est de la famille,
il est logique qu'il reste avec toi jusqu'à ce qu'il se remette sur pied correctement. J'ai cligné des yeux, incertain d'avoir bien entendu. De combien de temps parlons-nous? Mon père a haussé les épaules. Aussi longtemps qu'il en aura besoin. C'est ce que fait la famille. On se soutient mutuellement. Je l'ai soutenu, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement, pendant 2 mois sans fin en vue. Et nous apprécions cela, a dit ma mère d'un ton apaisant. Mais Jason a toujours eu plus de mal que toi. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour trouver leur voie. J'ai 35 ans, est intervenu Jason. Je ne peux pas accepter n'importe quel travail au salaire minimum à ce stade de ma vie. Je l'ai dévisagé. Tu as 32 ans, pas 35. Et oui, parfois les adultes doivent accepter des emplois qu'ils n'aiment pas pour payer leurs factures. Le fait est, a fermement coupé mon père, que Jason reste ici. Et honnêtement, Matthew, nous espérions que tu pourrais aussi l'aider avec son assurance auto et sa facture de téléphone. Juste jusqu'à ce qu'il retombe sur ses pieds. La pièce a semblé basculer légèrement alors que je traitais ce qui se passait. Mes parents n'étaient pas venus pour aider à résoudre la situation. Ils étaient venus pour officialiser et étendre mon rôle de responsable de Jason. L'arrangement temporaire qu'ils avaient promis se révélait être la situation permanente que j'avais crainte. Absolument pas, ai-je dit en me levant de table. J'ai accepté quelques semaines de logement pendant qu'il cherchait activement du travail. Je n'ai pas accepté de soutenir indéfiniment un homme adulte qui refuse de prendre ses responsabilités. Nous t'avons élevé pour que tu valorises la famille par-dessus tout, a dit ma mère, sa voix prenant le ton blessé que je reconnaissais des désaccords de l'enfance. Je n'arrive pas à croire que tu tournerais le dos à ton frère quand il a besoin de toi. Je ne lui tourne pas le dos, ai-je insisté. Je refuse de cautionner un comportement qui est finalement nuisible pour lui et injuste pour moi. Nuisible, a ricané Jason. Vivre dans ta précieuse maison est nuisible pour moi. Vivre sans conséquence ni responsabilité est nuisible pour n'importe qui, ai-je répondu. La conversation a dégénéré à partir de là. Mes parents ont déployé toutes les tactiques de manipulation affective qu'ils avaient affinées pendant des décennies, culpabilité sur notre éducation, comparaison avec des cousins qui soutenaient leurs frères et sœurs, menaces voilées sur la façon dont la famille se souvient de qui était là en cas de besoin. Jason alternait entre des regards suffisants et victorieux, et le rôle de la victime, avec des commentaires sur le fait que j'avais toujours eu les choses plus faciles que lui. Quand ils sont partis 3 heures plus tard, je me sentais émotionnellement vidé et en conflit. D'une part, les valeurs avec lesquelles j'avais été élevé mettaient l'accent sur la loyauté familiale par-dessus tout. D'autre part, mon sens de l'équité et du respect des limites criait que cette situation était mauvaise. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai fixé le plafond, écoutant les sons de Jason jouant aux jeux vidéo dans le couloir bien après minuit, et je me suis demandé comment j'étais tombé dans cette situation impossible. Le lendemain matin, les yeux cernés et épuisés, j'ai fait une erreur d'inattention dans un morceau de code important qui a pris des heures à identifier et à corriger. Tu as l'air terrible, a commenté ma collègue Rachel pendant notre pause déjeuner. Tout va bien? Je me suis retrouvé à lui déballer toute la situation, quelque chose que je faisais rarement avec des collègues de travail. Rachel a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus inquiète. Matthew, ce n'est pas un désaccord familial, a-t-elle dit quand j'ai fini. C'est de l'exploitation. Il profite de ton succès et de ta bonne nature. Mais c'est ma famille, ai-je dit faiblement. Rachel a secoué la tête fermement. La famille se soutient mutuellement. C'est un soutien à sens unique sans limite. As-tu envisagé de prendre un avis juridique? Parce que d'après ce que tu as décrit, ton frère a acquis le statut de locataire dans ta maison, ce qui pourrait compliquer les choses si tu décides de le faire partir. Ces mots m'ont trotté dans la tête toute la journée. Ce soir-là, j'ai fait des recherches sur les droits des locataires dans mon état et j'ai découvert que Rachel avait raison. Dans de nombreux cas, même sans bail formel, une personne vivant dans une résidence pendant une certaine période pouvait revendiquer des droits de locataire, rendant l'expulsion un processus juridique complexe plutôt qu'une simple décision familiale. En fermant mon ordinateur portable, j'ai réalisé que ce qui avait commencé comme une faveur devenait rapidement une situation juridiquement complexe qui pourrait avoir un impact sur ma stabilité financière, ma santé mentale et ma propriété. Quelque chose devait changer. Et vite. La situation a atteint son point de rupture un mercredi de début mai, près de 3 mois après l'emménagement de Jason. J'avais enchaîné les réunions virtuelles depuis 7 heures du matin, traitant un problème logiciel critique qui avait mis notre client en panique.
À 16h30, nous avions finalement résolu le problème, et mon patron m'a suggéré de prendre le reste de la journée pour me remettre du stress. J'ai accepté avec gratitude, impatient de passer une soirée tranquille à la maison. Mais en arrivant dans mon allée, j'ai remarqué des voitures inconnues garées le long de la rue. Le son de la musique et des rires provenaient de mon jardin. Avec un pressentiment, j'ai fait le tour de la maison pour trouver Jason en train d'organiser ce qui semblait être une fête. 6 personnes que je n'avais jamais rencontrées se prélassaient sur mes meubles de patio, buvaient ma bière et utilisaient mon barbecue pour cuire ce qui ressemblait à des steaks que j'avais achetés pour un dîner spécial que j'avais prévu pour le week-end. « Matthew » a crié Jason avec une fausse joie en m'apercevant. « Tu es rentré tôt. Viens te joindre à nous. Ce sont des potes de mon ancien travail. » Je suis resté figé, contemplant la scène. Des mégots de cigarettes jonchaient ma pelouse soigneusement entretenue. Quelqu'un avait renversé ce qui ressemblait à du vin rouge sur les coussins de mon canapé d'extérieur. 2 femmes étaient dans mon spa, que j'utilisais rarement en raison du coût du chauffage. « Je peux te parler à l'intérieur » ai-je réussi à dire entre les dents. Jason a levé les yeux au ciel de manière dramatique pour ses amis. « Le propriétaire veut me parler » a-t-il annoncé. « Je reviens tout de suite, les gars. » Une fois à l'intérieur, j'ai été confronté à encore plus de chaos. Des plats sales remplissaient l'évier et débordaient sur les comptoirs. Des bouteilles vides et des contenants de nourriture étaient éparpillés dans le salon. Et là, sur le manteau de la cheminée, où elle avait toujours eu une place d'honneur, se trouvait la montre de poche antique de mon grand-père. Ou plutôt, là où elle aurait dû être. « Où est la montre de grand-père » ai-je exigé, ma voix s'élevant avec la panique. Jason a haussé les épaules. « Aucune idée. Peut-être que tu l'as déplacée. » Je ne déplaçais jamais cette montre. C'était le bien le plus précieux de mon grand-père, qu'il m'avait donné lors de ma remise de diplôme car, comme il le disait, Matthew comprend la valeur du temps. La montre n'avait pas seulement une valeur monétaire, mais une valeur sentimentale irremplaçable. Une recherche rapide et frénétique a révélé la montre sur le comptoir de la salle de bain, submergée dans une flaque d'eau provenant d'un évier qui débordait. Je l'ai récupérée avec précaution, le cœur serré en voyant les dommages visibles sur son mécanisme délicat. Quelque chose en moi a craqué. Toute la frustration, le ressentiment et la colère refoulée des derniers mois se sont cristallisés en une résolution froide et claire. Tout le monde doit partir, ai-je annoncé en retournant à l'extérieur. La fête est finie. Allez, mec, a protesté un des amis de Jason. On vient juste de lancer le barbecue. Je n'ai pas autorisé ce rassemblement, et vous êtes tous en violation de propriété privée, ai-je déclaré fermement. Partez maintenant, ou j'appelle la police. Le groupe a grogné, mais a commencé à rassembler ses affaires. Jason se tenait les bras croisés, le visage rouge d'embarras et de colère. « Quel est ton problème » a-t-il sifflé une fois ses amis partis. « Tu m'as complètement humilié. »« Mon problème » ai-je répété, incrédule. « Tu as envahi ma maison, tu n'as rien contribué, tu n'as montré aucun respect pour ma propriété, et maintenant tu as endommagé un héritage familial inestimable. » C'était un accident, a-t-il marmonné. Et tout ce discours sur ma maison, ma propriété, ça commence à devenir vieux. Maman et papa ont dit que la moitié de cette maison devrait m'appartenir de toute façon. Je l'ai dévisagé, momentanément sans voix. De quoi tu parles? J'ai acheté cette maison avec mon propre argent. Jason a souri narquoisement. Ils ont dit que la propriété familiale devait être partagée. Tu es juste égoïste de garder tout cet espace pour toi alors que je n'ai nulle part où aller. La conversation qui a suivi a révélé un schéma inquiétant. Mes parents avaient apparemment nourri Jason d'un récit selon lequel mon succès m'obligeait en quelque sorte à le soutenir. Ils lui avaient dit que mon refus de le laisser rester indéfiniment était égoïste et peu fraternel. Pas étonnant qu'il ait montré une telle arrogance. Il croyait sincèrement avoir un droit sur ma maison et mes biens. Ce soir-là, j'ai reçu un email inattendu de mon voisin, Thomas. « Je pensais que tu devrais savoir » a-t-il écrit. « Tes parents étaient chez toi aujourd'hui vers midi, utilisant une clé pour entrer. Ils transportaient des boîtes à l'intérieur. J'ai supposé que tu étais au courant, mais je voulais vérifier puisque tu travailles normalement à cette heure-ci. » En pièce jointe se trouvait un clip de la caméra de sécurité de Thomas, montrant clairement mes parents déchargeant ce qui semblait être plus d'affaires de Jason de leur voiture et entrant dans ma maison avec une clé que je ne leur avais pas fournie. Une sensation de froid m'a envahi. Non seulement ils cautionnaient le comportement de Jason,
mais il travaillait activement dans mon dos pour l'établir de manière permanente dans ma maison. La violation de confiance était stupéfiante. Une enquête plus approfondie a révélé des découvertes encore plus troublantes. Jason avait utilisé mon compte Amazon pour acheter des articles pour lui-même. Il avait donné mon adresse pour plusieurs nouvelles demandes de cartes de crédit. Il m'avait même listé comme son contact d'urgence et garant financier sur une demande d'emploi, me rendant potentiellement responsable de tout problème qui pourrait survenir. Je suis resté assis dans mon bureau tard dans la nuit, entouré de preuves de la manière dont mes limites avaient été complètement violées. La montre, maintenant dans un bol de riz dans une tentative désespérée de la sécher, semblait symboliser tout ce qui avait mal tourné. Mon grand-père m'avait confié son bien précieux, et j'avais échoué à le protéger parce que je m'étais laissé manipuler dans une situation qui violait mes propres valeurs. Après 3 mois de chaos, de pression financière et de manipulation affective, j'ai pris ma décision. Je reconquérais ma maison et ma vie, même si cela signifiait affronter des croyances profondément ancrées sur l'obligation familiale. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour la première fois depuis des années et j'ai pris rendez-vous avec Stéphanie Miller, une avocate spécialisée en droit immobilier et locatif. Son bureau se trouvait dans une maison victorienne reconvertie du centre-ville, chaleureux et professionnel, sans être intimidant. D'après ce que vous avez décrit, a dit Stéphanie après avoir écouté ma situation, votre frère pourrait potentiellement revendiquer des droits de locataire malgré le fait qu'il n'ait jamais payé de loyer ni signé de bail. Dans notre État, établir sa résidence pendant plus de 60 jours peut créer un bail tacite. Donc, je ne peux pas simplement lui demander de partir, ai-je demandé, le cœur serré. Vous pouvez demander, mais s'il refuse, vous devrez passer par des procédures d'expulsion formelles, a-t-elle expliqué. Cependant, plusieurs facteurs jouent en votre faveur. Vous avez la documentation de l'accord initial comme étant temporaire, des preuves de dommages matériels et la preuve d'entrée non autorisée par vos parents. Nous avons discuté de diverses options, du départ négocié à la procédure d'expulsion formelle. Stéphanie était directe mais compatissante, reconnaissant la complexité émotionnelle des conflits familiaux tout en fournissant des conseils juridiques clairs. Beaucoup de gens se sentent coupables de fixer des limites avec leur famille, a-t-elle noté. Mais permettre à quelqu'un de profiter de vous l'aide rarement à long terme. Parfois, la chose la plus attentionnée que vous puissiez faire est de cesser de cautionner des schémas destructeurs. Ces paroles ont profondément résonné en moi. Pendant des années, j'avais assimilé la loyauté familiale à l'acceptation des mauvais traitements. Peut-être que la vraie loyauté signifiait vouloir mieux pour Jason qu'une vie de dépendance et d'arrogance. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un étrange mélange d'anxiété et de soulagement. Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois depuis des mois, je sentais que j'allais dans la bonne direction. J'ai passé le reste de la journée à élaborer un plan stratégique. J'ai déplacé mes documents et objets de valeur les plus importants dans un coffre-fort à ma banque. J'ai transféré des fonds vers un nouveau compte dans une autre banque. J'ai documenté l'état actuel de ma maison, photographiant les dommages et faisant des inventaires des objets manquants ou endommagés. J'ai changé les mots de passe de tous mes comptes et placé une alerte à la fraude sur mon dossier de crédit. Ce soir-là, je me suis assis en regardant de vieilles photos de famille, essayant de réconcilier les souvenirs heureux avec la réalité actuelle. Nous étions là, au chalet du lac un été, Jason et moi construisant un château de sable ensemble. Il y avait le jour de ma remise de diplôme, mes parents rayonnant de fierté. Notre dynamique familiale avait-elle toujours été aussi dysfonctionnelle? Ou quelque chose de fondamental avait-il changé? En remettant l'album photo sur l'étagère, ma détermination s'est renforcée. Il ne s'agissait pas de rejeter ma famille. Il s'agissait d'établir des limites saines qui profiteraient finalement à tout le monde. Avec cette prise de conscience, je me suis enfin senti prêt à agir. Le lendemain matin, j'ai demandé des jours de vacances d'urgence au travail, expliquant à mon manager que je faisais face à une situation familiale nécessitant mon attention immédiate. Karen, toujours compréhensive, a approuvé sans hésitation, me disant de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Ma première tâche a été de sécuriser mes biens de valeur restants. J'ai loué un petit box de stockage en ville et j'ai méthodiquement emballé des objets de valeur financière et sentimentale, ma collection de livres en première édition, les héritages familiaux restants, les documents importants et les souvenirs irremplaçables de mes voyages. C'était étrange, presque comme si je fuyais ma propre maison, mais Stéphanie m'avait prévenu que les situations d'expulsion pouvaient parfois devenir explosives. Ensuite, je suis allé à ma banque pour finaliser la séparation financière que j'avais commencée la veille.
J'ai fermé les comptes joints que j'avais naïvement établis avec mes parents des années auparavant à des fins d'urgence. J'ai retiré Jason comme utilisateur autorisé sur une carte de crédit rarement utilisée, un statut que je lui avais accordé lors d'une précédente tentative pour l'aider à se construire un historique de crédit. J'ai mis en place des paiements automatiques pour les services publics depuis mon nouveau compte pour m'assurer qu'aucun service ne serait interrompu pendant ce qui pourrait être une période turbulente. L'après-midi, j'ai installé des caméras de sécurité à des points clés autour de ma propriété, la porte d'entrée, la terrasse arrière et les principaux espaces de vie. Je n'ai pas tenté de les cacher, voulant que Jason soit pleinement conscient que ses activités seraient surveillées. J'ai également changé les serrures, gardant les seules copies des nouvelles clés pour moi. Quand Jason est rentré ce soir-là et s'est retrouvé incapable d'entrer, il m'a appelé, furieux. « Qu'est-ce qui se passe, Matthew ? » ?»« Ma clé ne marche pas, je sais, » ai-je répondu calmement en ouvrant la porte. « Nous devons parler. » Sa colère s'est transformée en confusion quand il a vu les caméras de sécurité. « C'est quoi tout ça ? Tu m'espionnes maintenant ? S'il te plaît, assieds-toi, » ai-je dit, en désignant la table de la salle à manger où j'avais préparé des copies de documents, les SMS originaux établissant le caractère temporaire de notre arrangement, des photos des dommages à ma propriété, des preuves de l'utilisation non autorisée de mes comptes, et enfin l'avis d'expulsion formelle que Stéphanie m'avait aidé à préparer. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Jason en prenant l'avis. « Je te donne 30 jours pour trouver un autre logement, » ai-je déclaré, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Comme indiqué dans ce document, tu as violé notre accord de plusieurs manières. Je ne suis plus disposé à fournir un logement ou un soutien financier. Le visage de Jason est devenu rouge. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je vis ici maintenant. En fait, je peux, ai-je répondu. C'est ma propriété, achetée avec mon argent. Ta résidence était conditionnée au respect de ma maison et à la recherche active d'un emploi, ce qui n'a pas été le cas. Papa et maman ne permettront jamais ça, a-t-il menacé en sortant son téléphone. Ils n'ont pas l'autorité légale pour déterminer qui vit dans ma maison, ai-je dit en restant calme. Et je les ai déjà informés de ma décision. C'était du bluff que je devrais bientôt concrétiser, mais cela a eu l'effet désiré. Jason a hésité, le téléphone à la main. De plus, ai-je continué, j'ai des preuves qu'ils sont entrés dans ma maison sans permission en utilisant une copie de clé. C'est une entrée illégale, Jason. Son expression est passée de la colère au calcul. Écoute, peut-être que les choses ont un peu dérapé. On peut trouver un arrangement. Le temps de la négociation est passé, ai-je dit fermement. Tu as 30 jours pour prendre tes dispositions. Pendant ce temps, tu respecteras le règlement intérieur, y compris pas d'invité sans approbation préalable, pas d'utilisation de mes effets personnels et des heures de silence de 22h à 7h. Et si je refuse ? A-t-il défié ? Alors je poursuivrai une expulsion légale immédiate pour dommages matériels et entrée non autorisée, ce qui pourrait entraîner un casier judiciaire qui te rendrait difficile la location ailleurs à l'avenir. Il est sorti en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à sonner. Mes parents, comme prévu, appelaient. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Matthew Wilson, comment oses-tu traiter ton frère de cette façon ? La voix de ma mère était stridente de colère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je fixe des limites nécessaires, ai-je répondu. Jason a profité de mon hospitalité pendant 3 mois sans aucun signe de changement. C'est de la famille, a hurlé mon père à travers le haut-parleur. On ne tourne pas le dos à sa famille. Je ne lui tourne pas le dos, ai-je corrigé. Je refuse de cautionner un comportement qui est nuisible à la fois pour lui et pour moi. Ce qui a suivi a peut-être été la conversation la plus difficile de ma vie. Mes parents ont alterné entre la rage, la manipulation affective et les menaces. Ils m'ont traité de sans-cœur, d'ingrat et d'égoïste. Ils ont menacé de me déshériter, de raconter à la famille élargie ma trahison, et même de venir retirer physiquement l'avis d'expulsion. Si vous entrez à nouveau sur ma propriété sans permission, ai-je dit calmement quand ils ont fait cette menace, je déposerai une plainte à la police pour violation de propriété. J'ai des images de sécurité de votre entrée non autorisée d'hier. Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil. Tu appellerais la police contre tes propres parents ? A finalement chuchoté ma mère. Je protégerai mes droits légaux contre quiconque les viole, ai-je confirmé. Y compris la famille. Je ne sais même plus qui tu es,
a dit mon père, sa voix lourde de désapprobation. Le fils que nous avons élevé ne tournerait jamais le dos à sa famille comme ça. Le fils que vous avez élevé, ai-je répondu, trouvant une force que je ne me connaissais pas, croit en la responsabilité, le respect et la réciprocité dans les relations. Jason n'a démontré aucune de ces qualités. Et franchement, vous non plus dans cette situation. Tu le regretteras, a prévenu ma mère. Quand tu auras besoin de ta famille un jour et que nous ne serons pas là pour toi, tu te souviendras de ce moment. Je regrette déjà que nous en soyons arrivés là, ai-je reconnu. Mais je ne peux pas continuer à sacrifier mon bien-être pour quelqu'un qui ne montre ni respect ni gratitude. Après qu'ils aient raccroché, je suis resté assis en silence, émotionnellement vidé, mais étrangement en paix. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, j'avais tenu bon face à la vague d'attentes et d'obligations familiales qui avaient toujours menacé de noyer mes propres besoins et limites. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. M'attendant à un autre appel furieux de mes parents, j'ai été surpris de voir le nom de ma sœur Samantha sur l'écran. Samantha avait 5 ans de plus que moi et avait déménagé en Californie après l'université. Son contact avec la famille était devenu de plus en plus limité au fil des ans, ce que je commençais maintenant à comprendre plus clairement. Maman m'a appelé en larmes, a-t-elle dit sans préambule. Apparemment, tu es le méchant du drame familial de ce soir. On peut dire ça, ai-je convenu, lasse. Bien joué, a dit Samantha, à ma grande surprise. Il était temps que quelqu'un tienne tête à leur manipulation. Pendant l'heure qui a suivi, Samantha et moi avons parlé plus ouvertement que jamais auparavant. Elle a partagé ses propres expériences avec la complaisance de nos parents envers Jason et leur manipulation affective lorsqu'elle avait essayé d'établir des limites. Elle avait finalement choisi la distance géographique comme solution, mais soutenait mon approche plus directe. Ils vont te rendre la vie misérable pendant un certain temps, a-t-elle prévenu. Mais tiens bon. C'est attendu depuis longtemps, et peut-être, juste peut-être, que ce sera le signal d'alarme dont Jason a besoin. Son soutien était inattendu et profondément significatif. Nous avons promis de rester en contact plus régulièrement et j'ai raccroché en me sentant moins seul dans ce qui était devenu une crise familiale. Au cours des jours suivants, la situation à la maison s'est détériorée comme prévu. Jason alternait entre m'ignorer complètement et faire des commentaires passifs-agressifs. Il violait délibérément le règlement intérieur, mettant de la musique forte la nuit et laissant du désordre dans les espaces communs. Mes parents appelaient plusieurs fois par jour, chaque conversation étant une variation de leur indignation et de leur déception initiale. Malgré tout, j'ai maintenu ma détermination, documentant chaque violation et consultant régulièrement Stéphanie sur les prochaines étapes. Les caméras de sécurité se sont avérées inestimables, capturant des preuves des provocations délibérées de Jason et dissuadant des actions de représailles potentiellement plus graves. Une semaine après avoir signifié l'avis d'expulsion, je suis rentré à la maison pour trouver Jason d'humeur étonnamment conciliante. J'ai réfléchi, a-t-il dit, l'air inhabituellement sérieux. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Je vais commencer à chercher un travail plus sérieusement et je pourrai payer un loyer une fois que j'aurai un emploi. Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir qu'il prenait enfin ses responsabilités. Puis il a continué, papa et maman ont dit qu'ils pourraient m'aider avec le loyer les premiers mois. Ils pensent que $500 serait juste pour la chambre, et bien sûr, j'aurais aussi besoin d'accéder au reste de la maison. J'ai réalisé que ce n'était pas un changement de cœur sincère, mais une autre tentative d'établir une permanence, maintenant avec le soutien financier de mes parents. Le montant proposé était bien inférieur à la valeur du marché pour une chambre dans mon quartier, et il n'y avait toujours pas de plan concret pour l'emploi ou l'indépendance. J'apprécie l'offre, ai-je dit prudemment, mais ma décision est maintenue. Tu dois trouver ton propre logement dans le délai spécifié dans l'avis d'expulsion. Sa façade de raison s'est instantanément effondrée. Tu vas le regretter, a-t-il menacé. Papa et maman parlent à leur propre avocat. Ils disent que j'ai des droits en tant que locataire que tu ne peux pas simplement ignorer. Ils ont raison de dire que tu as certaines protections légales, ai-je reconnu, c'est pourquoi je suis les procédures d'expulsion appropriées. Mais aucun juge ne me forcera à t'héberger indéfiniment contre ma volonté, surtout compte tenu des problèmes documentés. Alors qu'il partait en trombe, j'ai réalisé que la confrontation était loin d'être terminée. En fait, elle était sur le point de passer de l'arène personnelle à l'arène juridique. 2 semaines après avoir signifié l'avis d'expulsion à Jason, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats représentant mes parents et mon frère. La lettre contestait l'expulsion pour de multiples raisons,
affirmant que des accords verbaux avaient établi un arrangement de vie plus permanent et que Jason avait des droits de locataire qui le protégeaient contre une expulsion arbitraire. J'ai immédiatement transmis la lettre à Stéphanie, qui m'a appelé dans l'heure. Ce n'est pas entièrement inattendu, a-t-elle dit. Mais cela fait monter la tension. Il demande une audience devant un juge, ce qui signifie que nous devrons présenter notre cas formellement. Quelles sont nos chances, ai-je demandé, l'estomac noué d'anxiété. Sur la base des preuves que vous avez recueillies, je crois que nous sommes en position de force, m'a-t-elle assuré. Mais les procédures judiciaires ne sont jamais garanties. Nous devons nous préparer minutieusement. Au cours de la semaine suivante, Stéphanie et moi avons compilé un dossier de documentation complet, photographie des dommages matériels, images de sécurité montrant les violations du règlement intérieur, SMS établissant le caractère temporaire de l'arrangement, relevés bancaires montrant le fardeau financier, et une chronologie détaillée des événements. J'ai également préparé une déclaration décrivant mon point de vue sur la situation, en me concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions. Pendant ce temps, l'atmosphère à la maison devenait de plus en plus tendue. Jason avait essentiellement abandonné toute prétention de chercher du travail ou de respecter le règlement intérieur. Il passait la plupart de ses journées hors de la maison, rentrant tard dans la nuit avec des amis qui restaient jusqu'au petit matin malgré mes objections. Mes parents ont poursuivi leur campagne de pression par des appels téléphoniques et des messages quotidiens, maintenant entrecoupés de communications de leur avocat. La date du tribunal a été fixée au 4 juin, presque exactement 3 mois après l'emménagement de Jason. À l'approche de ce jour, j'ai éprouvé une gamme d'émotions, détermination, anxiété, culpabilité et une profonde tristesse que les relations familiales se soient détériorées à ce point. Je me suis consolé avec des conversations régulières avec Samantha et le soutien indéfectible d'amis comme Alex et Rachel, qui m'ont rappelé que je prenais les mesures nécessaires pour reprendre ma vie en main. Le matin de l'audience, j'ai mis mon plus beau costume et je suis arrivé au palais de justice 30 minutes en avance pour rencontrer Stéphanie. La salle d'attente à l'extérieur de la salle d'audience était stérile et tendue, remplie de gens attendant leur propre moment de règlement de compte juridique. Quand mes parents et Jason sont arrivés avec leur avocat, un homme aux cheveux argentés dans un costume d'apparence coûteuse, ils se sont ostensiblement assis de l'autre côté de la pièce. Ma mère semblait avoir pleuré, tandis que mon père arborait une expression de désapprobation sévère. Jason avait l'air inhabituellement soigné dans une tenue de cérémonie empruntée ou nouvellement achetée. « Rappelez-vous » a murmuré Stéphanie alors que nous étions appelés dans la salle d'audience. « Tenez-vous en aux faits et à la chronologie dont nous avons discuté. Le juge recherchera des preuves claires, pas des appels émotionnels. » La juge Patricia Harmon était une femme pragmatique dans la soixantaine, avec des yeux vifs et une réputation d'équité. Elle a examiné les documents déposés en silence pendant plusieurs minutes avant de s'adresser à la salle. « Il semble s'agir d'un litige familial concernant l'occupation d'un logement », a-t-elle noté. « J'entendrai les deux parties avant de rendre ma décision. Monsieur Wilson, en tant que propriétaire et plaignant, vous pouvez présenter votre cas en premier. » Avec les conseils de Stéphanie, j'ai exposé la situation, l'accord initial pour un logement temporaire, l'échec de Jason à chercher un emploi, les dommages matériels, l'entrée non autorisée de mes parents et la tension croissante. J'ai présenté nos preuves méthodiquement, y compris des photographies, des images de sécurité et des dossiers financiers. Votre honneur, ai-je conclu, j'ai fait des efforts raisonnables pour aider mon frère pendant une période difficile, mais l'arrangement est devenu intenable en raison de ses actions et de l'ingérence de mes parents. Je demande simplement à reprendre le plein contrôle de ma propre propriété. La juge Harmon a hoché la tête et s'est tournée vers l'opposition. Maintenant, j'entendrai les défendeurs. L'avocat de mes parents a présenté leur version avec une éloquence exercée. Il m'a dépeint comme froid et insensible, soulignant l'obligation familiale et suggérant que j'avais verbalement accepté un arrangement à long terme. Il a présenté Jason comme une victime de circonstances économiques indépendantes de sa volonté, temporairement malchanceux, mais cherchant activement un emploi. Ma mère a témoigné ensuite, la voix tremblante d'émotion. Nous avons élevé nos garçons pour qu'ils croient que la famille prend soin de la famille. Matthew a cette grande maison pour lui tout seul pendant que son frère lutte. Quel genre de personne tourne le dos à son propre sang? Mon père a suivi avec des sentiments similaires, me dépeignant comme égoïste et ingrat. Après tout ce que nous avons sacrifié pour lui payer ses études, c'est ainsi qu'il nous rembourse, en jetant son propre frère à la rue. Le témoignage de Jason le présentait comme cherchant activement un emploi, mais faisant face à des rejets successifs sur un marché difficile. Il a affirmé que j'avais verbalement accepté qu'il puisse rester aussi longtemps que nécessaire,
et que mon avis d'expulsion soudain l'avait pris au dépourvu. Tout au long de leur témoignage, j'ai gardé une expression neutre, bien qu'intérieurement, j'ai été stupéfait par la mémoire sélective et les mensonges purs et simples présentés comme la vérité. Stéphanie prenait rapidement des notes, me serrant parfois le bras de manière rassurante. Lorsque le contre-interrogatoire a commencé, l'expérience et la préparation de Stéphanie sont devenues évidentes. Elle a méthodiquement abordé chaque affirmation avec des preuves contradictoires, des SMS montrant le caractère explicitement temporaire de l'arrangement, des publications sur les réseaux sociaux de Jason révélant des sorties avec des amis plutôt que des entretiens d'embauche les jours où il prétendait chercher du travail, des relevés bancaires montrant des retraits constants dans des bars et des lieux de divertissement malgré ses difficultés financières prétendues. Le tournant est arrivé lorsque Stéphanie a appelé un témoin surprise, ma tante Margaret, la sœur de mon père. Je ne savais pas qu'elle allait témoigner, car Stéphanie avait pris cette disposition sans me le dire pour éviter toute interférence potentielle de mes parents. Madame Campbell, que pouvez-vous dire à la cour sur des situations similaires avec le défendeur, Jason Wilson, a demandé Stéphanie. Tante Margaret, toujours la personne la plus directe de la famille, n'a pas mâché ses mots. Jason a vécu avec moi et mon mari pendant 8 mois en 2019 après une autre perte d'emploi. Ce qui avait commencé comme quelques semaines s'est transformé en mois du même comportement. Pas de loyer, pas de recherche d'emploi, des dommages à notre propriété. Quand nous avons finalement insisté pour qu'il parte, mon frère, le père de Jason, nous a traités de sans-cœur et a essayé de convaincre d'autres membres de la famille de nous faire pression pour le laisser rester. Elle a ensuite décrit 2 autres parents qui avaient vécu des situations similaires avec Jason, établissant un schéma de comportement clair. Le juge a écouté attentivement, jetant parfois un coup d'œil à Jason, qui se tortillait mal à l'aise sur son siège. Puis est venue la preuve la plus accablante. Stéphanie a présenté des SMS entre mes parents que Jason m'avait apparemment transférés accidentellement en essayant de les envoyer à un ami. Dans ces messages, mon père exposait clairement leur plan. Une fois que Jason sera installé chez Matthew, nous pourrons travailler à emménager aussi quand nous prendrons notre retraite l'année prochaine. Cette maison a beaucoup de place pour nous tous, et Matthew gagne plus qu'assez pour subvenir aux besoins de tout le monde. Il a juste besoin d'accepter ses responsabilités familiales. Un murmure de choc a parcouru la salle d'audience. Mes parents semblaient atterrés tandis que Jason fixait le sol. J'ai senti une vague froide de trahison m'envahir alors que toute l'étendue de leur manipulation devenait claire. Il n'avait jamais été question d'une aide temporaire pour Jason. Il s'agissait d'établir un arrangement de vie multigénérationnel à mes frais, sans que je le sache ni que j'y consente. La juge Harmon a décrété une courte suspension pendant laquelle mes parents et leur avocat se sont regroupés pour une conversation intense. Lorsque l'audience a repris, la juge s'est adressée à nous tous avec une expression sévère. Après avoir examiné les preuves et les témoignages présentés, je statue en faveur du plaignant, Matthew Wilson. Le défendeur, Jason Wilson, n'a aucun droit légal à l'occupation continue de la propriété. De plus, les preuves suggèrent un schéma troublant de manipulation et de violation des limites par tous les défendeurs. Elle s'est tournée spécifiquement vers mes parents et Jason. La cour ordonne à Jason Wilson de quitter les lieux dans les 48 heures. Tout dommage à la propriété pendant cette période entraînera des conséquences juridiques supplémentaires. De plus, il est interdit à Robert et Linda Wilson d'entrer sur la propriété sans l'autorisation écrite explicite du propriétaire. Se tournant vers moi, son expression s'est légèrement adoucie. Monsieur Wilson, bien que la Cour reconnaisse votre droit légal de contrôler l'accès à votre propriété, j'encourage toutes les parties à rechercher une thérapie familiale pour aborder les problèmes sous-jacents qui ont conduit à cette situation malheureuse. D'un dernier coup de marteau, l'audience a été levée. Alors que nous rassemblions nos documents, j'ai croisé le regard larmoyant de ma mère de l'autre côté de la pièce. Pendant un instant, je n'ai pas vu le parent manipulateur des derniers mois, mais la femme qui avait autrefois pansé mes genoux écorchés et célébré mes réussites. La complexité des relations familiales ne m'avait jamais semblé aussi apparente ni aussi douloureuse. À l'extérieur de la salle d'audience, mes parents et Jason se sont éloignés rapidement sans me parler. Stéphanie a posé une main de soutien sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait », m'a-t-elle assuré. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus. En rentrant seul à la maison, la victoire avait un goût amer. J'avais gagné sur le plan juridique, mais le coût en termes de relations familiales semblait incommensurable. Pourtant, sous la tristesse, il y avait un sentiment croissant de libération. Pour la première fois depuis des mois, j'allais bientôt retrouver ma maison,
mon intimité et mon autonomie. Le chemin à parcourir serait difficile, mais au moins, ce serait à moi de le déterminer. Les 48 heures qui ont suivi la décision du tribunal ont été tendues mais ordonnées. Comme l'exigeait le juge, un adjoint du shérif a supervisé le déménagement de Jason sous le regard attentif de mes parents. J'ai maintenu une distance polie, n'interagissant que lorsque c'était nécessaire pour clarifier à qui appartenaient les objets. Les caméras de sécurité sont restées actives, documentant le processus pour tout litige potentiel ultérieur. Ma mère a tenté plusieurs appels émotionnels pendant le déménagement, m'approchant lorsque l'adjoint était occupé ailleurs. « J'espère que tu es content maintenant », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Tu as déchiré cette famille. » J'ai résisté à l'envie de discuter ou de me défendre. « Je suis désolé que tu le vois de cette façon », ai-je répondu calmement. « Je tiens toujours à vous tous, mais je devais établir des limites. » Mon père est resté stoïquement silencieux, ne communiquant que par des hochements de tête secs et de brèves instructions à Jason. Sa désapprobation rayonnait par vagues, mais le combat semblait l'avoir quitté après que la décision du juge ait révélé leur plan à plus long terme. Jason lui-même a fluctué entre un silence maussade et des éclats de ressentiment. Alors qu'il transportait sa dernière boîte, il s'est arrêté à la porte. « Tu sais, tu auras besoin de ta famille un jour », a-t-il dit. « Et nous nous en souviendrons. » « J'espère que ce dont tu te souviendras, » ai-je répondu, « c'est que le respect et la responsabilité comptent dans toute relation, y compris la famille. » Quand ils sont finalement partis, la maison a semblé étrangement silencieuse. J'ai parcouru chaque pièce lentement, faisant l'inventaire de l'espace qui était à nouveau entièrement à moi. Il y avait des réparations à faire, des réaménagements à effectuer et un sentiment persistant de violation à traiter. Mais sous tout cela, il y avait un soulagement si profond qu'il ressemblait presque à une légèreté physique. Cette première nuit seule, j'ai commandé à emporter, j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale, et je me suis assis sur ma terrasse arrière en regardant le coucher de soleil. Le silence n'était plus oppressant, mais paisible. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois, sans l'anxiété de fond de me demander quelle nouvelle limite serait franchie le lendemain. Les semaines suivantes ont été consacrées à la reconquête et à la réparation de mon espace. J'ai repeint les pièces, remplacé les objets endommagés lorsque c'était possible, et réarrangé les meubles pour effacer le souvenir d'une occupation non désirée. J'ai trouvé un horloger spécialisé dans les antiquités, qui pensait pouvoir restaurer la montre de poche de mon grand-père, bien que le coût soit substantiel. J'apprenais que certaines choses pouvaient être réparées avec suffisamment de soin et d'expertise. D'autres porteraient à jamais les marques des dommages, mais pourraient encore fonctionner et avoir de la valeur. Le travail est devenu un refuge plutôt qu'une autre source de stress. Ma situation à la maison étant résolue, ma concentration et ma productivité sont revenues. Karen a remarqué le changement immédiatement, commentant à quel point j'étais plus présent et engagé dans les réunions. J'ai progressivement partagé des parties de l'histoire avec des collègues de confiance, leur soutien renforçant ma confiance dans les décisions difficiles que j'avais prises. Le contact avec ma famille a complètement cessé pendant près de 2 mois. Pas d'appel, pas de message, pas de mail. Samantha me tenait au courant de temps en temps, rapportant que nos parents racontaient à la famille élargie une version très édulcorée des événements qui me présentaient comme le méchant. J'ai choisi de ne pas contester ce récit, confiant que le temps finirait par révéler la vérité à ceux qui comptaient. Puis, un mardi soir de début août, mon téléphone a affiché un numéro que je ne m'attendais pas à voir, celui de Jason. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. « Matthew, c'est Jason. » Sa voix semblait différente, moins arrogante, plus réservée. « Bonjour, Jason », ai-je répondu d'un ton neutre. « Comment vas-tu ? » J'ai trouvé un travail, a-t-il dit. Comme directeur adjoint chez Cartech. J'y suis depuis 6 semaines maintenant. Félicitations, ai-je dit, sincèrement surpris. C'est une excellente nouvelle. Il y a eu une pause gênante avant qu'il ne poursuive. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai parlé à quelqu'un, un conseiller. Je voulais dire que je suis désolé de la façon dont les choses se sont passées. J'ai profité de la situation et je n'ai pas été juste avec toi. L'excuse était si inattendue que pendant un moment, je n'ai pas pu répondre. Merci de dire ça, ai-je finalement réussi à dire. Ça compte beaucoup. Je ne demande pas à revenir ou quoi que ce soit, a-t-il rapidement précisé. J'ai mon propre appartement maintenant, un studio. C'est petit, mais c'est à moi, tu sais. Je paie mes propres factures pour la première fois depuis. Eh bien, longtemps.
Nous avons parlé pendant près d'1 heure. La conversation est devenue progressivement moins tendue. Jason a partagé des aperçus de ses séances de conseil sur les schémas de dépendance et sa peur de la responsabilité adulte. J'ai partagé mon point de vue sur la façon dont le traitement différent de nos parents nous avait affectés dans notre relation de frères. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Avant de raccrocher, Jason a demandé timidement, « Penses-tu qu'on pourrait prendre un café un de ces jours ?» Sans pression, juste. Mon frère me manque. J'aimerais bien, ai-je dit, me surprenant de la sincérité de mes paroles. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café du centre-ville. La conversation était parfois maladroite, mais fondamentalement différente de nos interactions d'avant. Jason a parlé de son travail avec fierté et a partagé ses projets de suivre des cours du soir pour obtenir un certificat en commerce. J'ai écouté, prudemment optimiste quant à cette nouvelle version de mon frère qui semblait émerger des cendres de notre conflit. Reconstruire une relation avec mes parents s'est avéré plus difficile. Leur sentiment de trahison était profond, aggravé par la révélation publique de leur plan au tribunal. Ma première tentative de contact, une carte pour leur anniversaire, n'a reçu aucune réponse. La seconde, un appel téléphonique à mon père, s'est soldé par une brève conversation formelle qui donnait l'impression de parler à un étranger. La percée est venue de manière inattendue à Thanksgiving, près de 6 mois après l'audience. Samantha était revenue de Californie et avait organisé un dîner de famille dans sa suite d'hôtel, un terrain neutre pour toutes les personnes concernées. Mes parents sont arrivés, l'air plus vieux que dans mon souvenir, la tension des derniers mois étant évidente dans les nouvelles rides sur leur visage. La première heure a été douloureusement polie, tout le monde évitant soigneusement de mentionner le conflit qui nous avait divisés. Puis, alors que nous nous asseyions pour dîner, ma mère a soudainement posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « J'ai été en colère contre toi pendant longtemps », a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais en voyant Jason maintenant, avec un travail stable, vivant de manière indépendante, je commence à me demander si tu ne lui as pas rendu service après tout. Il n'a jamais été question de blesser Jason, ai-je dit doucement. Il s'agissait de ne pas cautionner des comportements qui lui étaient nuisibles et qui étaient injustes pour moi. Mon père s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Nous avons peut-être été trop protecteurs envers lui au fil des ans, et peut-être pas juste envers toi dans nos attentes. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais venant de mon fier père, c'était significatif. La conversation qui a suivi a été difficile mais nécessaire, abordant des années de dynamique familiale qui avaient contribué à la crise. Il y a eu des larmes, des voix qui se sont élevées parfois, mais aussi des moments de connexion et de compréhension sincère. Au fil des mois, notre relation familiale s'est lentement reconstruite sur de nouvelles fondations. Jason a continué ses progrès, conservant son emploi et déménageant finalement dans un appartement plus grand. Mes parents ont progressivement reconnu leur rôle dans la création de schémas malsains. Bien que de vieilles habitudes refassent parfois surface et nécessitent un renforcement des limites d'où mes fermes, l'expérience m'a profondément changé. Je suis devenu plus discernant dans toutes mes relations, reconnaissant que le véritable amour inclut le respect des limites et la réciprocité des efforts. J'ai appris que dire non à l'exploitation n'est pas égoïste, mais nécessaire pour des connexions saines. Peut-être plus important encore, j'ai découvert que me défendre ne signifiait pas perdre ma famille, mais plutôt créer la possibilité de relations plus authentiques. 1 an après l'audience, la montre de mon grand-père est revenue du spécialiste, restaurée en état de marche, bien que portant encore les marques subtiles de ses dommages. Cela semblait être une métaphore appropriée pour notre famille, fonctionnelle à nouveau, peut-être même plus forte à certains égards, mais marquée à jamais par l'expérience que nous avions endurée ensemble. Aujourd'hui, en repensant à ce chapitre difficile, je réalise que ce qui s'est passé au tribunal a vraiment mis fin à une histoire et en a commencé une autre. L'ancienne dynamique de complaisance et d'exploitation a été remplacée progressivement et imparfaitement par un nouveau paradigme familial basé sur le respect mutuel et des limites appropriées. Ce n'était pas la fin que l'un d'entre nous aurait choisie, mais c'était peut-être celle dont nous avions tous besoin. Avez-vous déjà eu à prendre une décision difficile qui a fait mal à court terme mais s'est avérée bénéfique à long terme? Ou avez-vous été confronté à une situation où vous défendre signifiait risquer des relations importantes? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les choix les plus difficiles mènent à la croissance la plus nécessaire. Si vous avez trouvé de la valeur dans mon histoire, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes et les limites personnelles. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous que parfois,
Le véritable amour familial signifie avoir le courage de dire non lorsque dire oui nuirait à toutes les personnes impliquées.